C'est juste que tantôt, vous vous demandiez ce que les Canadiens pourraient répondre à la question qu'est-ce qu'un Canadien s'ils avaient 20 secondes pour le faire. Je me demande s'ils sont capables de répondre qu'est-ce qu'un Québécois aussi dans l'espace de 20 secondes. Euh, la famille dont vous parlez, après toutes ces années, elle devrait être capable de s'identifier, de se nommer, de se dire je te connais, je sais quel genre d'activité tu fais le dimanche, qu'est-ce que tu aimes manger, quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois. La famille que vous décrivez, euh, en tout respect, j'ai l'impression que c'est une famille désunie depuis tellement longtemps, depuis même à peu près le début. Donc, à Non, ce je moment-là. ne dirais pas depuis le début. Je dirais qu'il y a toujours des hauts et des bas en famille, hein. Mais alors, justement, on va parler de ça. Parce que vous Je avez sais que les travaillé. meilleures années, c'était en 2006 Ah, puis mais 2015. on va en parler, on va en parler. On va en parler parce que ça, c'est intéressant avec vous. Sur X, notamment, anciennement Twitter, vous publiez des photos du temps où vous étiez impliqué avec M. Harper. Pas souvent, mais de temps en temps, oui. Oui, ben vous l'avez fait beaucoup pendant la campagne Oui. électorale, la seule qui vient de se produire. Vous avez mis beaucoup de photos en disant mon premier ministre, Oui. Stephen Harper. Bon, euh, vous m'apparaissez comme quelqu'un de loyal, de fidèle. Ce sont des qualités qui se perdent et que je salue chez vous. Franchement, c'est beau. On aimerait être votre ami. Euh, Qui sait après ce soir, qui peut-être? sait, hein? Qui sait? Mon point étant le suivant. Pour moi, le Canada, c'est une drôle de bébite Mhm. qui, sur quoi, presque 200 ans d'histoire, 175 à peu près, ça a moins bien fonctionné plus souvent, à mon avis, que le cas contraire. Vous me dites que ça a déjà fonctionné. Mhm. J'aimerais ça que vous me parliez de ces années où ça fonctionnait si bien et pourquoi on l'a oublié. Pourquoi je me suis trouvé, moi, honnêtement, comme indépendantiste pendant la campagne électorale fédérale, à un moment donné, presque à être nostalgique de M. Harper. Confession. Euh, qu'on coupe, là. Ça suffit. Euh, c'est une question de vision, hein. Euh, Pas parce que... C'est probablement la raison principale euh, que je suis conservateur. Parce que d'abord et avant tout, le conservatisme canadien, si on regarde le bilan, au-delà de M. Harper, si on regarde M. Mulroney, si on regarde M. Diefenbaker, euh, le conservatisme a toujours eu un respect pour le Québec, un profond respect pour le Québec. Euh, Premièrement, à cause de sa philosophie de respecter la Constitution, comme je vous ai dit au tout début. Ça veut dire respecter les compétences des provinces. Ça veut dire, dans le cas de M. Harper, un règlement historique du déséquilibre fiscal, qui était quand même, le mouvement souverainiste martelait le problème du déséquilibre fiscal. Quand on a déposé notre budget pour régler le déséquilibre fiscal, euh, le mouvement souverainiste l'a appuyé parce que ça avait de l'allure. Et je dirais, puis certains aujourd'hui diront, ah, c'était juste symbolique. Euh, mais c'est un gouvernement conservateur qui a reconnu que les Québécois et les Québécoises sont une nation au sein d'un Canada uni. La reconnaissance de la nation québécoise. Puis si on va plus loin, malgré les échecs, Meach puis Charlottetown, Ouais. c'est cet effort avec des gros risques politiques de reconnaître la place du Québec. À ce jour, le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Les efforts qui ont été C'est une tentés, grave erreur. ouais, ce sont des conservateurs qui ont tenté de rétablir ça. Et pourquoi est-ce que le Québec n'a pas signé la Constitution? C'est à cause de qui? C'est à cause de M. Trudeau. La nuit des longs couteaux. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle je comprends le mouvement souverainiste. Parce que si ce soir je vous dis nous sommes une famille, est-ce qu'un membre de la famille poignarde un autre membre de sa famille? La réponse est non. Donc, il faut comprendre. C'est ça l'explication, la justification de ne pas avoir confiance au Canada. Mais il faut aussi penser que ceux qui n'ont
pas respecté le Québec, ceux qui ont essayé de mettre le Québec à sa place. On va leur montrer. Ce n'est pas les seuls, ce n'est pas la seule voix fédéraliste canadienne. Il y a aussi une autre voix. Oui, mais c'est une voix qui a occupé moins de place dans l'histoire, donc qui a été moins... moins présente, moins décisionnelle. Ben, c'est-à-dire que moins exigée par les Canadiens anglais aussi. Et ça aussi, ça fait partie peut-être de la blessure. C'est-à-dire que tantôt, vous parliez du frère poignardé. Moi, j'aurais envie de vous répéter une question que je vous ai posée autrement tantôt. Est-ce qu'on est obligé d'accepter de se faire poignarder? Est-ce qu'on peut décider à un moment donné que ce coup de poignard-là, on ne l'acceptera pas parce qu'on est digne, parce qu'on est fier? Même si c'est le petit frère qui nous a poignardé dans le dos, peut-être que c'est à partir de là qu'on décide qu'on s'en va. Vous, selon la métaphore que vous utilisez tantôt, il faudrait se demander si c'est mieux pour la famille que de pardonner ou pas le petit frère qui a poignardé. L'autre côté de la médaille, qui est aussi important, que ce soit des libéraux ou des conservateurs, ayant vécu au Canada anglais, ayant fait de la politique fédérale pendant plus de 15 ans, il y a toujours une plus grande sensibilité envers le Québec que l'ensemble des autres provinces anglophones. C'est pas... Et c'est la raison pour laquelle je dis, je crois qu'on progresse et qu'on ne régresse pas. Il y a de plus en plus une grande sensibilité. Combien de fois est-ce que le Québec, puis là je vais parler de financement, combien de fois est-ce que le Québec a reçu du financement sans condition comparé aux autres provinces? On peut tous argumenter. Voici toutes les bonnes raisons de quitter le Canada. Voici toutes les mauvaises raisons de quitter le Canada, et ainsi de suite. À la fin, il faut se faire une liste puis se dire la balance des inconvénients versus les opportunités. Oui, ben je sais, mais c'est ça, c'est une comptabilité. Il faut ouvrir un fichier Excel, il faut faire la liste, mais il faut s'entendre par contre sur... ou peut-être que c'est pas possible, mais il faut s'entendre sur ce qu'on calcule aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dirait, par exemple, moi, là, j'oublierai jamais la nuit des longs couteaux. Je l'oublierai jamais. Et ça vaut plus que 8 transferts en santé sans condition. Ben, moi, cette personne-là, je ne peux pas la trouver ridicule, ni hargneuse, ni rancunière. Je veux dire, c'est une claque en plein visage, c'est une humiliation historique. L'histoire, c'est l'histoire. C'est pas. Oui. Et là-dessus, je vous dirais que, encore une fois, mes origines grecques. Je suis certain que la communauté grecque, les Rémi et les Dimitri des années 1900, étaient beaucoup plus blessés, fâchés avec l'Empire ottoman que le Rémi et le Dimitri des années 1950 en Grèce. Et je pense que deux choses. Les blessures laissent des cicatrices. Si ça persiste année après année, on continue de varger dessus, les blessures restent toujours fraîches. Et c'est là où je vous dis que je pense qu'on progresse et on ne régresse pas. Si vous vous promenez dans la rue aujourd'hui comparé à il y a 50 ans, pas 50 ans parce que la nuit des longs couteaux, c'est... Oui, on est presque là. Il y a de moins de gens qui savent c'est quoi la nuit des longs couteaux. D'un bord, c'est une bonne chose. L'autre côté de la médaille, c'est une mauvaise chose parce qu'il faut toujours se souvenir de l'histoire. Et ça, c'est important aussi.